Arrêtez de choisir entre la sécurité des ETF et l'excitation du stock picking, les deux sont complémentaires. Moi j'utilise des ETF comme fondation solide pour mon patrimoine et le stock picking comme un booster de performance. Et dans cette vidéo, je vais vous dévoiler maintenant toute ma stratégie ETF, comment j'ai créé mon portefeuille ETF, pourquoi je l'ai fait, comment je l'ai fait et surtout il est réplicable. Vous allez vous aussi pouvoir créer votre stratégie, battre le marché avec votre propre stratégie. Je vais tout vous dévoiler. J'ai fait cette même vidéo pour la partie stock picking, comment j'ai créé ma méthodologie, etc. Donc n'hésitez pas à aller la regarder. Bienvenue sur Logic Invest. Aujourd'hui, vous l'avez compris, on parle de ma stratégie ETF. Elle va être simple et efficace. Et j'ai envie de dire, c'est vraiment les meilleures stratégies, les stratégies simples et efficaces. On va passer par la case, on va regarder chaque ETF, on va aller dans la case conclusion. Je vais montrer bien évidemment les chiffres le plus totalement transparent possible. Mais avant toute chose, n'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner, activer la cloche, mettre un pouce, mettre un commentaire, ça aide énormément à la visibilité de la chaîne. Je vous en remercie. Si vous voulez retrouver tous mes deep dives, parce que je fais aussi des deep dives sur cette chaîne, si vous vous abonnez, vous retrouverez du deep dive, de l'analyse de portefeuille et vous retrouverez aussi bientôt un podcast qui est dans les cartons qui va bientôt sortir et vous retrouverez bien évidemment toutes mes stratégies détaillées comme je le fais ici sur GDoc et vous pouvez retrouver toutes les analyses de société, toutes mes thèses d'investissement. Je suis le seul à proposer ça complètement gratuitement, il n'y a pas de WhatsApp, il n'y a pas de lien Telegram bidon. Vous allez sur le Discord de la communauté et vous avez tous les liens vers les GDoc qui sont totalement gratuits et qui le resteront à vie. Donc maintenant qu'on a dit ça, n'hésitez pas aussi à me suivre sur X si vous voulez voir mes achats en direct. Maintenant qu'on a dit ça, on va parler de la stratégie ETF. Donc clairement, je vais le faire simple, ma stratégie ETF est sur CTO, je n'investis pas sur PEA, donc je vais vous expliquer pourquoi rapidement. Je ne veux pas être à la merci de l'État français qui me dit que mon ETF Nasdaq 100 ou S&P 500 n'est plus valable sur PEA à cause de tout simplement le PEA, il était fait pour qu'on mette des capitaux sur les boîtes européennes et ils l'ont galvaudé un petit peu si on peut dire en mettant des ETF pour aller chercher le fameux S&P 500 et le Nasdaq 100. Ils sont en train d'un petit peu de revenir là-dessus. Donc moi, je n'investis pas sur PEA à cause de ça. J'ai pas envie que l'État français me dise, bah maintenant, en fait, va falloir investir ailleurs. Alors attention, une fois qu'ils vont interdire, s'ils le font, s'ils interdisent l'investissement sur Nasdaq 100, je vais y arriver, et sur le S&P 500, ils vont pas vous voler le pognon, etc. C'est juste que vous pourrez plus acheter via le PEA ces ETF-là, vous pourrez tout simplement les vendre, et il n'y aura pas de souci là-dessus, ils seront toujours disponibles sur CTO, et vous n'allez rien perdre. Mais moi, j'ai pas envie qu'on me force à aller sur une autre, comment dire, une autre... un autre lieu d'investissement, c'est-à-dire PEA ou CTO, une autre enveloppe. Et du coup, j'ai pas envie du tout d'investir sur PEA là-dessus. Ma méthodologie, moi, elle est claire. J'ai choisi 4 ETF et je déconseille aux gens de vous faire un panel d'ETF, de 10 ETF pour aller jouer l'eau, l'uranium, enfin, comment dire, les centrales nucléaires, les semi-conducteurs. Bref, il faut une stratégie simple et claire. Pourquoi? Parce que la force principale d'une stratégie ETF, et on va aller la voir après, c'est qu'en fait, ça demande pas énormément de temps. C'est pour ça que je trouve qu'elle est complémentaire avec le stock picking. Une fois que vous aurez mis le pied dans les ETF, moi je vous conseille de faire 1, 2, peut-être 3 ans en ETF, vous, comment dire, vous familiariser avec tout l'investissement, avec tout ce qu'il comporte aussi. D'ailleurs, je le redis, et je le dis sur toutes mes vidéos, mais ce n'est pas un, comment dire, un conseil en investissement. Investir comporte des risques de perte en capital et vous êtes vous seul maître de vos investissements. Donc faites attention, n'écoutez pas que des connards comme moi, faites vos propres thèses d'investissement. Donc clairement, voilà, la force principale d'une stratégie ETF, c'est que vous allez passer 1 heure par mois, vous allez faire votre virement, vous allez acheter vos positions et vous allez éteindre le téléphone, éteindre tout et vous allez aller dans la vraie vie. Et si ça vous plaît pas de faire du stock picking, c'est pas grave, mais les deux stratégies sont complémentaires. Maintenant, on attaque directement. Donc, pour parler de ma stratégie UTF, il faut revenir un petit peu à la genèse de la stratégie globale. Donc, moi, j'ai une poche stock picking quality avec une méthodologie claire que j'ai créée en 2025. Donc, je me suis mis dessus en 2025 à faire de l'investissement stock picking. Pourquoi je le fais? Tout simplement parce que vous pouvez aller au casino, vous pouvez mettre 1000 balles sur la couleur rouge, tout simplement, et gagner 5 fois de suite. Est-ce que ça fera de vous quelqu'un d'intelligent et un bon investisseur entre guillemets? Eh ben, non, c'est exactement la même chose en investissement. Si vous achetez une boîte juste pour le qualitatif et que vous trouvez la valorisation pas trop chère et que vous investissez dessus, il se peut que sur les 5 boîtes que vous allez acheter, vous allez faire de la performance. Mais en fait, vous n'avez aucune idée de pourquoi vous avez fait de la performance parce que vous n'avez pas fait de test d'investissement, vous ne savez pas ce que l'entreprise a sous le capot, vous ne savez pas quels sont les segments de vente de l'entreprise. C'est exactement pourquoi je fais ça sur mes entreprises et que je fais ça dans la poche
Stock picking, mais énormément de gens n'ont pas envie de s'emmerder, entre guillemets, parce que ça reste une passion. Il y a des gens qui n'ont pas la passion d'aller voir les entreprises, d'aller faire une thèse d'investissement, etc. et qui veulent juste investir en ETF, et ils ont raison, en fait. Il n'y a pas besoin de se dire, j'investis en stock picking, je suis plus intelligent que les autres, ou j'investis en ETF, et en fait, je suis plus intelligent parce que je passe moins de temps, en fait. Chaque stratégie, pour moi, est intéressante, et les deux sont complémentaires. Donc comme souvent dans la stratégie, la simplicité est le meilleur allié et j'ai voulu associer très peu d'ETF pour aller chercher les entreprises que je n'avais pas en portefeuille car mon petit DCA entre 1000 et 1500 euros ne me permet pas de tout acheter tout simplement. Donc j'ai commencé ma stratégie ETF fin 2023, début 2024. Donc ce qui s'est passé, Covid, on est tous restés enfermés, j'ai regardé, en fait je pensais être un investisseur, en fait j'étais un épargnant. Donc j'investissais dans des livrets pourris avec des rendements à chier, donc j'ai perdu des milliers d'euros. Suite à ça, je me suis dit, putain, mais attendez, mais comment on peut investir, etc. J'ai miné dans des bouquins, j'ai regardé énormément de vidéos, je me suis dit, il faut que j'investisse sur les marchés boursiers. Le problème, c'est que comme beaucoup de gens en France, j'avais aucune éducation financière, ça m'a pris du temps, donc 2021, 2022, je me suis éduqué financièrement. 2023, je me lance avec un portefeuille fictif, heureusement, j'avais mis que de la merde dedans, les fameuses entreprises sur PEA que tout le monde nous vend, donc j'avais un petit peu de Air Liquide, j'avais un petit peu de Ricard sur PEA, et heureusement j'avais un portefeuille fictif où j'avais mis du TF1, du M6, etc. Bref, et 2024, je me suis lancé, enfin fin 2023, début 2024, je me suis dit, je fais une stratégie ETF, parce que le stock picking, c'est pas forcément pour moi, j'ai peut-être pas les qualités, etc. J'ai passé un an là-dessus, et après, je suis allé vers du stock picking aussi. Mais donc voilà, donc 2023, 2300 euros de DCA, 2024, 12 450, donc en gros 1000 euros par mois, et 2025, excès d'épargne, j'étais vraiment prêt à faire du stock picking, plus à alimenter mon DCA sur ETF. J'ai mis la sauce et on est reparti aussi sur 2026. Autre spécificité, c'est que absolument tous mes ETF sont distribuants. Je préfère perdre quelques pourcentages de croissance, je sais que sur 10 ou 15 ans c'est des milliers d'euros, mais augmenter les sorties en famille. J'ai pas envie de me dire que je profiterai à 50 balais, et tous ceux qui vont me dire oui mais pour la case impôt, patati patata, moi j'ai une tranche marginale d'imposition, donc une TMI de 11%, et dans cette TMI on est imposé que sur 70% de nos dividendes, ce qui n'est pas encore punitif en France. Attention, j'espère que je ne suis pas filmé et que l'État ne va pas voir ça. Donc pour 3 parts fiscales en France, la TMI est à 30%, enfin la TMI à 30% arrive environ à 90K de déclaration annuelle. Donc j'ai encore de la marge, hein, et j'ai fonctionné tout simplement en DCA tous les mois de 2024, enfin 2023, 2024, début 2025 sur mes ETF, enfin tout 2025 aussi, en partie. Et maintenant, je choisis les ETF pardon, que je renforce au cas par cas. Pourquoi? Parce que je fais aussi du stock picking à côté. Donc la perf, parce que c'est bien beau de dire j'ai créé quelque chose et j'ai créé une méthodologie, un portefeuille d'ETF, mais si la perf est pourrie, voilà. Donc la perf, depuis fin 2023, elle est de 19% en CAGR, 44% sur la période. On voit que le S&P 500 accumulant, donc en gros en plus, je me mesure un benchmark qui, en gros, pour vous faire simple, on fait le 100 mètres tous les deux, mais le S&P 500 accumulant part à 90 mètres de la ligne d'arrivée, moi je pars à 100 mètres. Pourquoi? Parce que lui il est accumulant, moi j'ai une stratégie distribuant, mais je m'en fous. C'est pas très grave, sachant que les 19% ici, c'est hors dividende. Donc en gros, je devrais, entre guillemets, si je mettais mes dividendes, je pense que j'arriverais à 22, vers 23% de rendement. Mais bon, on n'est pas à 1% près. Je le bats d'un petit peu moins de 0,5 points, c'est pas énorme, mais je suis dans les clous. Et qu'est-ce que vous allez me dire en voyant ce graphique, c'est quoi? C'est que bah, au début, quand vous allez créer votre stratégie, il se peut, pendant longtemps même, peut-être 1 ou 2 ans, même plus que ça, vous allez sous-performer peut-être votre benchmark de référence. C'est pas grave. Si vous avez vraiment des convictions, que vous avez une idée claire, continuez votre foutu DCA en fait. Ça va payer avec le temps. Et surtout, vous éteignez les téléphones, vous éteignez l'ordi et vous laissez le temps passer. Parce que pourquoi? En fait, il a fallu que j'attende fin 2025. Merci justement à un de mes ETF, on va voir quel secteur j'ai joué, qui a permis tout simplement de faire péter le S&P 500. Donc en termes de diversification, j'ai 50% ETF, 50% actions. Je vais aller vers 65% d'actions, 35% ETF. Pourquoi? Parce que j'ai décidé de passer, je pense, au moins 25% sur les marchés, voire plus. Donc pour moi, les actions ont plus comment dire,
j'ai plus facilement, je peux plus facilement aller chercher des pourcentages, pardon, des pourcentages de rendement avec des actions qu'avec des ETF. C'est très facile à comprendre, hein. Si vous avez 10 actions, vous allez plus perf qu'un ETF qui réplique le S&P 500, c'est pas bien compliqué à comprendre. Plus je vais peut-être vouloir sortir des marchés financiers, plus peut-être je vais enlever des pourcentages d'actions pour aller chercher que de l'ETF et pour peut-être me simplifier la vie. Je verrai, mais ça sera horizon au moins 20 ans, hein, dans 20 ans, donc pas tout de suite quoi. Donc les performances, voilà, par rapport au CAC 40, bah, j'ai foudroyé le CAC 40, hein, le pauvre petit cacou. L'Eurostock 50, pareil, je suis devant. Le Russell 2000, je suis devant aussi. Je me fais déboîter, notamment par le Nasdaq 100, mais encore une fois, tout ça, je pars depuis la ligne de départ bien plus loin parce que moi j'ai une stratégie totalement distribuante. Maintenant, on va passer au premier ETF. Le ETF MSCI as Far East Japan avec mon anglais 2CM2. Première position de mon portefeuille ETF. Je souhaite monter cet ETF à 32% du portefeuille, donc je vais certainement le renforcer. En termes de perf global, c'est la deuxième perf en termes de pourcentage et la première perf absolue en termes de pognon. 36% de perf et 2000 euros. Pourquoi? Parce que moi, pourquoi je vous aime dire j'ai choisi cet ETF? Je voulais être exposé à Taïwan, la Chine, même si certains me diront que c'est un et même pays. La Corée du Sud, Hong Kong et Singapour. Pourquoi? Parce que c'est un peu plus difficile de faire du stock picking là-bas suivant le courtier. Donc clairement pour moi l'ETF c'était le meilleur choix selon moi. Et autre chose, hein, ne pas avoir cette région du monde dans son portefeuille, c'est une hérésie. Ça en revient presque à parier contre cette région selon moi. Et l'ETF exclut le Japon parce qu'en fait si vous mettez le Japon dans ce ETF là, vous aurez beaucoup trop de pourcentage dû aux grosses capitalisations japonaises dedans. Donc en fait, on aurait le Japon qui serait quasiment, qui serait quasiment devant enfin, qui serait devant la Chine et Taïwan même, je pense. Donc je n'ai pas du tout envie d'avoir le Japon en première position. Si je vais vers le Japon, ce sera via du stock picking. Donc là, je vous ai mis à chaque fois pour les ETF la composition de l'ETF. Donc on voit qu'on a du TSMC, du Samsung, du Tencent, du SKNX, du Alibaba. C'est clairement 5 champions que j'avais envie d'avoir et comment dire, il repose avec 36% de cet ETF-là. Et pourquoi j'ai joué aussi ça? Parce que vous avez énormément d'ingénieurs formés en Chine. Donc je pense que tout ce qui va être berceau technologique, ça va venir de là-bas dans les années à venir. Et on a clairement 5 champions, hein. Et quand j'ai commencé à faire du DCA sur comment dire, sur cet ETF-là, on était sur, alors j'ai plus le chiffre en tête, malheureusement, je l'ai paumé dans mes documents, mais on était sur un PE moyen des 10 plus grosses boîtes qui était totalement what the fuck. On était vraiment sur des entreprises qui étaient bradées. Dites-vous bien que TSMC sur l'année 2025, ça s'est payé 18 à 19 fois les bénéfices. Samsung Electronics, pareil. Tencent, pareil. SKNX, il était inconnu au bataillon en 2025-2024, même début 2023. Donc voilà pourquoi c'était intéressant d'aller fortement sur cet ETF-là. J'ai fait 40% de perte dessus. Voilà, très bien. Donc, et on a aussi les frais, hein, les encours, le TER, les frais par an sur cet ETF. Il est un petit peu cher, il est à 0,74% et on a une réplication complète. Donc c'est pour ça que ça augmente un petit peu le prix. Et vous pourrez retrouver tout ça sur Just ETF. Donc vraiment, si vous voulez vous faire un portefeuille d'ETF, allez sur Just ETF. Vous avez les meilleures, comment dire, les meilleures informations. Donc on a le mode de distribution une fois par trimestre, etc., etc. Et on va partir directement sur le deuxième ETF. Le S&P 500 que tout le monde connaît les amis, il est là, hein. Clairement c'est un ETF de base selon moi dans la création d'un portefeuille ETF, même si avec le recul, vu que je vais être au moins sur les marchés pendant 25 ans, un ETF Nasdaq 100 aurait été plus judicieux, il est plus volatile, mais il perfe mieux dans la durée, donc en vrai j'aurais dû prendre un Nasdaq 100. C'est pour ça qu'aussi mon benchmark c'est le S&P 500 et non le Nasdaq, parce qu'en fait j'ai un S&P 500 quoi, tout simplement. Ça serait triché de mettre un ETF full Nasdaq et me comparer au S&P 500, ça serait pour moi tricher. Donc on a les 10 principales positions, je vous refais pas les positions, tout le monde les connaît. Ne pas avoir du S&P 500 dans le portefeuille, ça voudrait dire aussi, comme l'Asie, parier contre les États-Unis, et clairement, je ne parierai pas contre les États-Unis, clairement pas. Donc c'est clairement pas une chose que je ferai. Donc là, les encours sont beaucoup plus faibles, les frais sont beaucoup plus faibles, et pour moi, le S&P 500, la valorisation est un peu élevée pour aller faire du DCA. En plus, on a tapé la target de ma position, parce que je l'ai dit sur le TF Asie, je souhaite 32% de pourcentage de position dessus. Là, je souhaiterais 20% sur le S&P 500. On y est, donc j'ai pas forcément envie de le vendre, mais je n'irai pas recharger dessus.
En termes de perf, vous allez voir qu'il est pas terrible du tout, hein. En CAGR, je suis à 9%, en perf absolu, je suis à 13,5%, et en termes d'argent, j'ai gagné 700 euros sur le S&P 500. Pourquoi? Parce que vous avez tout simplement le dollar qui m'a rogné un petit peu d'argent à cause du dollar qui s'est fortement déprécié face à l'euro, mais ce n'est pas grave, on est là pour les 25 prochaines années. On va passer à l'ETF numéro 3. Le iShares Stock Global Select Dividend ETF qui va être voué à disparaître dans ma stratégie ETF. Et je vous explique tout ça. Pourquoi? Parce que j'avais une stratégie, j'ai toujours une stratégie dividende. Donc je souhaitais avoir un ETF qui me donne un bon rendement. J'avais choisi celui-ci principalement positionné sur des entreprises de services financiers vraiment diversifiées sur la planète, hein. Donc on a du États-Unis, du Hong Kong, de l'Australie, de la France et 50% d'autres pays. Et en gros, vous ne rêvez pas, oui, on a du téléperformance dans cet ETF. Les 10 premières positions, cette sélection justement avec les 10 premières les positions, pardon, montre un profil très axé sur le rendement value dividende avec une forte représentation des services financiers. Et on a justement en termes de dividendes, on avait quand je l'ai choisi moi en 2023, fin 2023, début 2024, du 5,5% de dividendes. Mais en fait, on va totalement vendre cet ETF là. Je vais vendre ces parts d'ETF là pour acheter l'ETF GEPQ. Donc on va aller, le fameux JUPQ, on va aller le voir tout à l'heure, cet ETF-là, et on va tout simplement vendre cet ETF Eurostock, non, Stock Global Select Dividend. On va le vendre et on ira faire du DCA sur le GEPQ. Lui, c'est pareil, je voulais 16% de position sur le portefeuille. Et je les ai eu, et en plus, on a eu une petite perf sympa en vrai. On est à 16% en CAGR, 20% en perf absolu, pardon, et on a 800 euros de perf total, sachant que les dividendes ne sont pas inclus là-dedans. Donc en vrai, on a beaucoup plus perf avec cet ETF-là. Merci pour tout, un 0,46% de frais totaux sur en cours, et on va te vendre petit ETF. Tu as bien fonctionné, mais c'est le moment pour toi de tirer ta révérence. Quatrième ETF, le iShares MSCI World Energy Sector. Pourquoi? Vous allez me dire pourquoi avoir acheté un ETF pour aller chercher un secteur bien précis? Parce que j'avais pas de méthodologie encore pour faire du stock picking, mais je voulais être exposé au secteur du pétrole. Pourquoi? Parce qu'on avait un foutu pétrole à 60 dollars quand j'ai créé ce portefeuille. Donc moi je voulais être positionné sur le secteur pétrolier. Je n'avais pas encore, voilà, ma méthodologie. Donc les idées les plus simples sont souvent les meilleures, et on va le voir en termes de perf, c'était le meilleur. La composition, vous connaissez tous, hein, du ExxonMobil, du Chevron, du Total, bref, du Canadian Natural Resources, toutes les entreprises pétrolières bien connues. Et on avait un petit frais de 0,18%, donc il n'était pas très cher en plus. Et je ne vais pas renforcer cet ETF, vu que le pétrole est extrêmement cher, je ne vais pas le vendre non plus. Quand le pétrole était à 60 balles, le baril, justement, faire du DCA avait tout son sens. Maintenant, c'est plus le cas, mais il m'offre un dividende sympa et surtout une très bonne performance. Donc pour l'instant, il est à 16%. Quand on va avoir un pétrole qui va redescendre, il va baisser dans mon portefeuille. Et là, je rechargerai cet ETF-là. Pour l'instant, je le laisse, je ne fais rien, je ferme le téléphone, j'en ai rien à foutre. Et c'est très bien. Maintenant, il pourrait peut-être amener à disparaître si jamais on a des entreprises, une entreprise pétrolière qui pourrait rentrer dans mon portefeuille dividende à prix bradé avec comment dire, un dividende intéressant. Et ben pourquoi pas le rajouter? J'ai raté Canadian Natural Resources, pourquoi pas la mettre dans mon portefeuille dividende le jour où elle sera intéressante. Donc en termes de perf absolue, parce que si j'avais une entreprise en stock picking, j'aurais fait beaucoup plus de perf qu'avec un portefeuille dilué. Quoique, en vrai, vu que c'était vraiment tout le secteur pétrolier qui a pas mal up, j'ai quand même des bonnes perfs, hein. On est sur du 24% en CAGR, du 37% de perf absolue et 1200 euros de perf en euros dans les poches, sachant qu'on avait, encore une fois, pas de comment dire, de dividendes, rien, enfin de dividendes comptés dans ces performances-là. Donc en réalité, on a fait un petit peu plus. On a un PRU à 6 euros, maintenant la part est à 8 euros. J'attends que le pétrole baisse, et quand le pétrole baissera, on renforcera cette position qui est de 16% actuellement, qui est très bien comme ça. Et maintenant, on va passer dans le dernier ETF. Donc cet ETF-là, c'est le JPM Nasdaq Equity Premium, c'est la nouvelle position dans ma poche ETF, tout simplement pour moi, le meilleur ETF pour aller chercher du rendement, donc des dividendes, tout en étant exposé à une classe d'actifs quality qui match avec ma stratégie globale. Donc en fait, cet ETF-là va remplacer tout simplement le iShares Stock Global Dividend, et on aura 4 ETF.
On en a un cinquième, mais pour moi, il est fantôme, et je vais vous expliquer juste après pourquoi. Donc, comment il fonctionne cet ETF? Il nous donne du 9 à 10% par an. Vous allez me dire, mais il y a un loup, c'est pas possible. Donc, en fait, c'est une stratégie hybride, dite active cover call, des options d'achat couvertes. Il ne se contente pas de copier bêtement un indice, il gère activement à travers deux moteurs. Donc, moteur numéro un, les actions de croissance. L'ETF achète une sélection d'actions issues principalement de l'indice du Nasdaq 100. On y retrouve les mastodontes technologiques. Donc, le but, c'est de profiter à la hausse à la hausse à long terme de ces entreprises innovantes. Et deux, la machine à dividendes. C'est là que réside la magie et aussi un petit peu la complexité de l'ETF que je ne connaissais pas. Clairement, là, je l'ai découvert il y a quelques semaines. Donc, le gestionnaire vend ce que l'on appelle des options d'achat, des forward call, ou utilise des produits dérivés spécifiques, hein, les putain, je vais pas y arriver, ELN, pardon. Le principe, c'est qu'en échange d'une prime, du cash immédiat, le TF accepte de plafonner une partie des gains théoriques si le Nasdaq explose à la hausse à court terme. Le résultat, c'est que ces primes encaissées sont directement reversées aux investisseurs sous forme de dividendes mensuels très élevés. Donc pour vous faire simple, JP Morgan achète une part, par exemple, de Nvidia à 215 dollars, met tout simplement une option dessus pour la vendre à des acheteurs et leur dit, moi, à 220 dollars, je vous vends une part d'Nvidia. L'acheteur est content parce que lui va se dire, mais Nvidia, à la fin du mois, ça sera pas à 220, ça sera à 230. Je l'achète à 220. Et ce pognon-là qui est donné à JP Morgan vous est redonné tout simplement en dividende. Donc les avantages vs les risques, parce qu'il y a toujours des risques et les avantages. Les revenus, les avantages, c'est les revenus passifs réguliers, hein, distribution de dividendes chaque mois, idéal pour une stratégie de rente, c'est exactement ce que je veux. Un amortisseur baissier en cas de marché baissier ou flat, oui, mais c'est pas forcément ce qu'on veut quand on cherche ce type d'ETF. Et on a une gestion active. Les équipes de JP Morgan ajustent moi je dis JP Morgan et pas Morgan, ajustent les positions pour optimiser le couple rendement-risque selon la volatilité du marché. Et on a les risques et les compromis. On a des performances plafonnées. C'est clairement pas un ETF pour aller chercher du rendement simple en termes de pourcentage. Pourquoi? Parce qu'une fois que JP Morgan a mis son option sur Nvidia à 220 dollars, si Nvidia va péter à la fin du mois à 260, vous l'avez vendu à 220 en fait, ou à 230, ou bref, au prix que l'option a été fixée. Donc vous vous asseyez sur des gros pourcentages. C'est pour ça que cet ETF-là n'est fait que pour faire du rendement. Et on a aussi un risque de perte en capital, comme tous les ETF, forcément. Donc il est vraiment, cet ETF, pour quel type d'investisseur? Il est parfait pour l'investisseur axé sur les rendements, qui souhaite s'exposer à la thématique de la technologie sans subir la sécheresse de dividendes habituelle de ce secteur. C'est exactement ce qu'on veut, nous. On veut être, comment dire, investisseur dans des actions quality, des actions tech quality, et justement avoir du rendement. Il vous donne tout simplement les deux. Et il a été créé justement en 2024, hein, fin 2024, début 2025. Donc là, c'est pour ça que je ne l'avais pas dans mes radars malheureusement. Et il a un petit en cours, enfin pas un petit en cours, il a un petit frais sur en cours, pardon, de 0,35%. Et bah, les 10 premières positions, bah, c'est le Nasdaq, hein, c'est pas compliqué. Et en termes de dividendes, hein, je vous disais du 10% par an. C'est pour l'instant ce qu'il donne. Maintenant, va falloir voir dans un gros marché baissier comment il réagit. C'est pour ça que là-dessus, hop, en termes de pourcentage, on va aller chercher le même pourcentage, enfin on va aller chercher un petit peu plus que le iShare Stock. Le iShare Stock, il était à 16%. Nous, on va aller le mettre à 20% et on va prendre un petit peu de cette valeur-là pour faire grossir le GEPQ et on rajoutera un petit peu dans cette poche, dans le dernier ETF que je vais vous présenter tout doucement maintenant. Mais voilà, clairement, 4 ETF simples. Donc l'Asie, le S&P 500, un ETF pour aller chercher des dividendes et un ETF pour répliquer le secteur du pétrole. Voilà, c'était pas bien compliqué et toutes les meilleures pour moi stratégies, surtout ETF, doivent être très simples. Commencez pas à me dire je veux jouer l'eau, le secteur de nucléaire, les voitures électriques, les semi-conducteurs. Je prends 15 ETF, vous allez vous fatiguer, vous allez pas faire de performance et vous allez arrêter au bout d'un moment. Et on passe directement au dernier ETF. Alors celui-là, il va prendre 20 secondes à expliquer. C'est tout simplement des bons du trésor américain à 1 an. C'est la partie cash du portefeuille qui tire les perfs vers le bas, parce qu'en vrai, en plus, on fait 19% de perfs. Mais si je n'avais pas mis cet ETF-là dans les perfs, on serait bien plus haut, parce que tout simplement, les bons du trésor n'ont pas vocation à faire du x2.
mais ça vous donne du rendement et ça vous permet d'avoir une très faible volatilité. Et ce qui va donner lieu, le jour où on aura un crack, à une poche de cash. Je revends mes bons du trésor et j'investis ce pognon dans des entreprises qui seront décotées tout simplement. Et ça offre 4% de rendement en attendant. Bon, bah, c'est 4%, c'est toujours mieux que rien. Mais voilà pourquoi ça tire un petit peu le portefeuille vers le bas. Ça coûte très peu cher en termes de frais. Il n'y a pas de problème. Et voilà, je vais faire grossir cette poche-là, comme j'ai dit. On va vendre du Select Stock Dividende pour faire grossir le GEPQ. Et on fera grossir un petit peu aussi ce portefeuille-là. On va passer directement à la conclusion. Je vais vous dire exactement ce qui va se passer mois après mois, année après année sur ce portefeuille-là. Donc la conclusion, elle est toute simple. Voilà ma stratégie ETF avec 4 ETF pour chacun d'entre leurs missions dans le portefeuille, mais comme avec chaque stratégie, il faut parler des pourcentages associés aux ETF. Voici moi comment j'ai découpé mes ETF. Donc l'ETF Asie, je veux que ça soit 32% de mon portefeuille ETF. Le S&P 500, pourquoi à 20% et pourquoi pas plus? Parce que j'ai aussi du GEPQ, donc je suis exposé aussi au Nasdaq, donc je veux pas non plus une trop grosse pondération vers les États-Unis. Et comment dire, et j'ai pas mal d'entreprises en stock picking enfin, dans mon stock picking, j'ai pas mal d'entreprises US. Donc j'ai pas forcément envie de trop être pondéré non plus là-dessus. C'est pour ça que le TF Asie agit vraiment comme une porte entre guillemets de sortie vers des entreprises que je n'ai pas et je veux 32% point barre. Donc 20% sur le S&P 500, 20% sur le GEPQ pour aller chercher un petit peu de rendement. En numéro 4, le World Energy, on a dit 15 à 16%, ça me va très très bien. Et on aura en cinquième le cash, environ 5 à 10% du portefeuille global. Donc le portefeuille global, il est actuellement de 62 000 balles. Donc on veut environ entre 3 et 5 000 euros en cash pour l'instant. Donc on va le faire grossir petit à petit. Et je ferai clairement moi le point une fois par an pour regarder les pourcentages. Pourquoi pas rééquilibrer, mais pas plus. C'est un portefeuille qui doit vivre sa vie simplement et pas être emmerdé. Je ne veux pas être emmerdé avec le portefeuille. Donc je l'ai, il est inclus dans mon CTO, mais je ne le regarde pas, tout simplement. Je le laisse vivre et j'en ai rien à foutre. Et clairement, pour finir la vidéo, hein, j'espère que vous avez aussi, que vous aurez apporté la preuve et que vous aussi, vous allez pouvoir vous dire, ok, j'ai un portefeuille ETF, pourquoi pas passer vers du stock picking et c'est complémentaire. Moi, je ne me vois clairement pas arrêter l'un ou l'autre. Dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. Mais si vous êtes full stock picking ou full ETF, clairement, si vous venez de Reddit, vous êtes forcément full ETF parce que là-bas, c'est vraiment la guilde des ETF, hein, la secte des ETF. Mais ils ont pas mal d'avantages aussi, ce ETF, mais il faut bien prendre en compte les frais. Donc on a des frais, hein, vous voyez que la perf avec par exemple le portefeuille Asie, si j'ai exactement 8% brut par an, et ben par rapport à un 0,10, un portefeuille Nasdaq 100 par exemple, vous avez 5 000 euros de différence juste à cause des frais. Donc oui, les frais sur les ETF grignotent vos parts de rendement, il faut l'avoir en tête. Ça c'est pour vraiment tous les investisseurs débutants. Clairement, c'est bien d'investir en ETF, mais vous avez des frais, il ne faut pas les renier, il faut en avoir conscience. Mais clairement, pour moi, je le redis une centaine de fois, et je l'ai dit une centaine de fois dans cette vidéo, mais ETF et stock picking, c'est complémentaire. Clairement, arrêtons d'opposer l'un à l'autre. C'est pour moi de la foutaise. Mais clairement, pour faire du stock picking, oui, il faut être passionné. Oui, il faut avoir une méthodologie claire. Sinon, ça revient encore une fois à jouer au casino pour moi. Et voilà mes petites perfs, encore une fois. Hein, je ne suis pas en train de vous dire que je suis Warren Buffett ou autre. C'est clairement faisable pour n'importe quel d'entre vous. Maintenant, il faut vous forger une opinion, il faut vous forger des convictions. Vous allez créer votre portefeuille. Encore une fois, la seule chose que je peux vous dire, c'est que ne mettez pas plus de 3 ou 4 ETF dedans. Commencez pas à aller faire les zinzins de l'espace en me mettant du nucléaire, des semi-conducteurs, de la RAM, du machin, du SAS, du bidule, du truc, parce que ça a baissé, parce que là, je pense. Non, vous faites un truc simple. Vous mettez du pognon chaque mois dessus. Une fois que vous avez à peu près votre pourcentage clé en ETF, vous n'y touchez plus, vous en regardez tout ça. Peut-être une fois par an, vous allez siroter un petit cocktail et vous allez revendre une ou deux positions pour que vos pourcentages restent cohérents. Mais c'est tout, c'est la principale force. Si vous commencez à passer 5-6 heures sur un portefeuille ETF, c'est pas du l'ETF que vous devez faire, c'est du stock picking, vous revendez tout et vous arrêtez. Et si vous dormez mal avec un portefeuille ETF, il ne faut pas investir, vous allez continuer à épargner comme je l'ai fait pendant des années, c'est pas grave, mais au moins vous serez tranquille avec ça. Il faut surtout bien dormir la nuit.
Donc n'hésitez pas encore une fois à vous abonner, à me suivre sur les réseaux, à faire grossir cette petite chaîne de passionnés. On va bientôt atteindre les 1000 abonnés, j'ai envie d'aller me faire dorer la pilule cet été avec 1000 abonnés, donc n'hésitez pas à la partager à tous vos amis, etc. On a un podcast aussi qui arrive sur la chaîne, il y a énormément de choses qui vont arriver, donc restez connectés. N'hésitez pas aussi à me suivre sur les autres réseaux, à venir au Discord pour parler directement avec moi, et pourquoi pas me montrer votre portefeuille, hein, qu'on échange tous ensemble dans la bienveillance. Et n'oubliez pas qu'en investissement, investir est une formidable raison d'être heureux.